On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on reçoit deux des candidats de l'élection fédérale dans Saint-Jean. Dans quelques instants, on reçoit la candidate du Bloc québécois, l'avocate Christine Normandin. Bien d'abord, le député sortant, et il représente toujours, bien sûr, le Parti libéral du Canada, Jean Rioux. Les Canadiens sont appelés aux urnes. Bien sûr, pour les électeurs du comté de Saint-Jean, l'heure est au choix. Le député sortant, lui, réclame un deuxième mandat. Il s'agit du libéral Jean Rioux. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Pourquoi un deuxième mandat? Bien, je pense qu'il y a des choses à terminer dans le comté. Il y a des dossiers qui me tiennent à cœur. Je pense en particulier au développement de la rivière Richelieu. On a un projet structurant, principalement par la construction de tyroliennes, vélos volants, entre Saint-Blaise et entre Sabrevois. Et le fédéral, par le programme d'infrastructure, a été sollicité. Donc, c'est un dossier que je voudrais terminer. Il y a aussi le dossier de la commission mixte qui travaille pour enrayer les inondations sur la rivière, donc d'aller chercher le financement pour qu'on puisse faire les correctifs. Il y a le logement abordable. Il y a 4 dossiers dans la région qui sont intéressants. Une maison pour les itinérants, une maison pour les immigrants et un projet à Lacolle et un projet à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Et évidemment, et aussi le dédouanement partiel à l'aéroport. Donc, c'est tous des dossiers là, qui sont intéressants, qui ont été commencés et j'aimerais bien les terminer. Quand on parle de dédouanement à l'aéroport, est-ce qu'on peut aussi ajouter l'enjeu du maintien de la tour de contrôle? Parce que, on le sait, il n'y a pas beaucoup de tours de contrôle au Québec dans les aéroports comme celui-ci. En même temps, parfois, le nombre de mouvements, quoique les riverains vont vous dire que ça bouge beaucoup, mais sur le plan total, il n'y en a pas tant que ça comparativement à d'autres aéroports. Est-ce que le maintien de la tour de contrôle demeure toujours un enjeu? Bien, présentement, ce n'est pas un enjeu, mais c'est une infrastructure importante parce que, comme vous le disiez au début, il y en a seulement 5 au Québec. Donc, l'aéroport, c'est une infrastructure économique importante. Avoir en construire une, aujourd'hui, on parlerait de 75 millions. Donc, il y a une demande qui est par les pilotes, les gens de la région, mais aussi de l'extérieur, parce que présentement, à Saint-Hubert, il y a un achalandage qui est trop grand. Même la députée, Mme Mendez, appuie notre demande pour avoir le dédouanement partiel des pilotes. Donc, je pense que c'est un atout pour le développement économique de la région. Bon. Outre les projets ou les enjeux à terminer que vous avez évoqués depuis le début de l'entrevue, évidemment, comme vous êtes le député sortant, il faut aussi défendre le bilan. Quand vous regardez les 4 dernières années, vous vous dites, bon, qu'est-ce que Jean Rioux a fait pour le comté de Saint-Jean? Bien, pour le comté de Saint-Jean, je pense que j'avais pris 3 engagements majeurs à la dernière campagne électorale. Un que j'avais découvert sur la route et qui avait été confirmé par un sondage, les gens voulaient la gratuité du pont Champlain. C'est un dossier que j'ai partagé avec les candidats de l'époque, puis on l'a amené à M. Trudeau, et on a la gratuité du pont Samuel de Champlain. Le deuxième dossier qui était important, c'était qu'on retrouve la formation universitaire au collège militaire, et les cours ont commencé il y a plus d'1 an et demi. La formation universitaire, on la retrouve ici à Saint-Jean. Et finalement, un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est le parachèvement de l'autoroute 35. Je l'avais commencé à l'époque, j'étais député au provincial, et on vient d'annoncer, le fédéral, 82 millions avec le provincial pour la parachever. Donc, on est entre Boston et Montréal, une autoroute à 4 voies. Il va encore manquer un petit tronçon. L'autoroute va être à 4 voies, sauf qu'il y a un tronçon de 4 km qui ne sera pas selon les normes d'une autoroute. Donc ça va être modifié. Déjà, les sommes d'argent sont là. Elles datent déjà de l'époque de 2008, là, dans un plan que Denis Paradis nous avait accordé à l'époque, qui était ministre fédéral, pour réaménager la frontière. Donc, c'est un ensemble, mais il ne manquera pas de tronçon 4 voies, sauf qu'il va y avoir des modifications pour les mettre selon les normes d'une autoroute. Bon.
On le sait, dans une région comme la nôtre, il y a des installations fédérales, bon, entre autres le Collège militaire, on en parlait tantôt, la garnison, la base militaire, toutes les installations de Parc Canada. Bon, quand on regarde dans le volet militaire, même au niveau des infrastructures, il y a eu beaucoup de travaux là, du côté du collège qui étaient dû. Mais dans le prochain 4 ans, est-ce que vous avez des demandes particulières pour le collège ou la base militaire en termes de bâtiments ou d'infrastructures? Bon, au niveau, principalement, si on parle de la garnison, c'est de s'assurer, parce qu'on sait que la nouvelle politique de défense a augmenté le nombre de recrues. Présentement, il y a 5 000 recrues qui passent à la garnison par année et c'est de s'assurer que les 2 000 nouvelles recrues vont bien passer ici à Saint-Jean. Jusqu'ici, à l'époque où j'étais au ministère de la Défense, on m'assure qu'on va avoir 7 000 recrues ici à Saint-Jean, mais ça, il faut s'en assurer, être sûr, parce que changement de gouvernement, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Et au niveau du collège militaire, cette semaine, on a sorti notre plateforme électorale et je pense que vous avez entendu parler que j'ai travaillé sur un projet de collège de la paix qui nous amènerait ici 300 nouveaux étudiants, 150 étudiants étrangers, 150 Canadiens et Québécois. Donc, dans la plateforme, on retrouve ce projet-là et avec un budget de 3 années de 150 millions de dollars. Donc, ça va permettre de faire de Saint-Jean un lieu de savoir avec une université militaire, un collège de la paix, qu'on va appeler le Centre canadien de la paix, avec le cégep, puis aussi, il ne faut pas oublier le Centre d'agriculture Canada, qui est ici, où on lui a donné tout son face avec toutes ces équipes de recherche, qu'on se souvient que les conservateurs avaient presque aboli toutes les équipes de recherche ici à Saint-Jean. Bon. Parlons des enjeux aussi sur la scène nationale, parce que les électeurs sont beaucoup influencés par les chefs, par les partis, par les plateformes, au-delà des enjeux locaux qui sont très, très, très importants. Évidemment, vous êtes le gouvernement en place. Donc, d'un côté, bien, les conservateurs vont vous reprocher de faire des déficits à répétition. De l'autre, je ne sais pas, moi, le Parti vert va vous dire, évidemment, que vous n'avez pas une politique environnementale qui est adéquate pour atteindre, disons, la carboneutralité tant souhaitée d'ici 2050. Le NPD va dire probablement que vous n'en faites pas assez aussi au niveau des programmes sociaux. Bref, quel est un peu l'angle d'attaque ou de défense du Parti libéral du Canada qui a géré le pays dans les 4 dernières années sur ces enjeux-là? Prenons l'environnement, parce qu'il y a toujours le projet de pipeline où on ne sait pas trop, finalement, si on veut l'imposer ou non au Québec. Visiblement, le Québec n'en veut pas. Mais est-ce qu'un gouvernement Trudeau, dans son 2e mandat, imposerait au Québec la mise en place d'un pipeline? On a mis des règles d'acceptation très sévères. On a changé ça par rapport à ce que les conservateurs avaient, que pour avoir un pipeline, il faut les gens l'aient accepté. Il n'y a pas présentement cette acceptabilité, les gens ne l'acceptent pas au Québec, donc ce n'est pas quelque chose. Et il y a une chose aussi, on a accepté un pipeline. Et ça, celui-là a été fait parce que la région de l'Ouest, l'ensemble des gens travaillent dans l'industrie du pétrole. C'est une mesure intermédiaire pour arriver. On regarde aujourd'hui, présentement, au Québec, le véhicule qui est le plus vendu, c'est le F-150. Donc, les gens, il faut qu'ils changent leurs habitudes. Et le pétrole de l'Alberta représente plus de 50 du pétrole qu'on a ici. On n'a plus de pétrole de l'Alberta. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une auto sur 2 qui reste à la maison ou qui ne pourra pas circuler. Et la mesure la plus importante, et on est inspiré de la Norvège, c'est que les revenus, on parle de plus de 500 millions par année, vont tous être réinvestis dans les nouvelles techniques vertes pour convertir les emplois du pétrole en des emplois verts. Quand les conservateurs disent « Ah, si vous réalisez les libéraux avec la taxe sur le carbone, l'essence va grimper de 30 sous le litre », vous répondez quoi? Bien, la tarification sur le pétrole, la Banque mondiale, les experts, 16 prix Nobel de la paix nous disent que c'est la méthode structurante pour changer les habitudes des gens pour arriver au traité de Paris de 2030 et à être carboneutre en 2050. Donc, c'est le moyen, avec aussi 49 autres initiatives qu'on a dans la plateforme libérale, dont l'abolition du plastique à usage unique en 2021, fermeture des centrales au charbon d'ici 2030 et finalement
2040, la dernière année où il se vendra des autos au pétrole, et c'est pour ça que le provincial et le fédéral, on donne des subventions de 13 000 pour acheter des automobiles électriques. Et là, on vient d'annoncer dans la nouvelle plateforme 2 000 pour les autos électriques usagées. Bon. Je comprends que la dette est peut-être sous contrôle, mais visiblement, depuis les dernières années, il y a des déficits à répétition et visiblement, ce n'est pas dans les 4 prochaines années que ça va arrêter non plus. Est-ce que ce n'est pas une escalade qui est un peu dangereuse de toujours, dans le fond, aller vers des déficits à répétition sur le plan opérationnel, sur le plan de l'épicerie, dans le fond? Là? Je vais vous répondre non. Parce que, vous regardez, l'ensemble des partis ne prévoit pas d'abolir les déficits dans les 4 prochaines années. Pourquoi elle n'est pas inquiétante? Parce que dans le groupe du G7, nous avons la plus faible dette et de loin la plus faible. Et l'autre chose, quel est notre indicateur au Parti libéral, c'est de s'assurer que la dette demeure toujours en dessous, le pourcentage en dessous qu'elle diminue tout le temps en fonction du PIB. Et ça, la planification est très claire. Puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette dette-là? C'est qu'on investit dans les Canadiens, on peut emprunter à 1 %. Donc, ça permet de s'assurer que tout le monde ait les revenus pour être capable de profiter du plein potentiel de la société canadienne. On est capable d'avoir un programme d'infrastructure principalement axé sur les infrastructures vertes. Dernier sujet, M. Rioux. Bon, vous le savez, les Québécois, il y a 1 an, ont voté pour un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Il y a eu une loi, la loi sur la laïcité. À peu près 70 % des Québécois sont derrière cette loi-là. On n'a pas l'impression que M. Trudeau, disons, on comprend qu'il n'aime pas la loi, c'est dans ses convictions personnelles, mais est-ce qu'un gouvernement Trudeau pourrait ultimement contester cette loi-là en Cour suprême du Canada? Ça serait très difficile. Puis M. Trudeau l'a dit, ça serait contre-productif. On a un système de droit au Canada. On va laisser le système judiciaire faire son action. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement Legault a pris la clause non-obstant. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, on ne peut pas contester cette loi-là. On peut pas, la loi est maintenue, mais elle peut être renouvelée, la clause non-obstant. Donc, présentement, il n'y a aucun danger à l'horizon. Et la seule chose que M. Trudeau a dit, c'est qu'il dit, regardez, je suis premier ministre et je suis responsable et je vais garder toutes mes options ouvertes. Et ça, je pense que ça fait partie des responsabilités d'un premier ministre. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir peut nous apporter. Mais sauf que la garantie, les gens l'ont par la clause non-obstant. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Restez avec nous puisqu'au retour, on poursuit nos entrevues avec les candidats à cette élection fédérale dans Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial géant. Oui, avec coach Jean-Philippe Bégin et le joueur étoile Nicolas Lessard. Voilà, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Elle représente le Bloc québécois dans le comté de Saint-Jean et les candidates. Elle s'appelle Christine Normandin. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. La campagne est commencée, oui. Officiellement. On s'est déjà vu au printemps, au moment de votre annonce comme candidate dans le comté. Vous êtes de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous êtes avocate. Oui. Comment se passe la campagne jusqu'ici? Bien, écoutez, moi, ce que je remarque personnellement, puis je fais même un petit parallèle avec la première fois que vous m'avez reçu en entrevue, on avait jasé de la reconstruction du Bloc, puis ça allait pas bien, puis il y avait eu de la chicane et tout.
On n'entend plus ça pantoute sur le terrain. Ce qu'on remarque, c'est que les gens sont beaucoup plus réceptifs et même ils sont curieux, ils viennent nous voir. Et c'est comme si le Bloc était redevenu respectable, était redevenu une valeur sûre et avait repris de la crédibilité. Donc, sur le terrain, on le sent et la réponse, elle est très positive. Bon, il y a probablement un peu du chef dans tout ça. Il faut Beaucoup. quand même admettre que Yves-François Blanchet fait un solide travail d'un point de vue d'analyse. On regarde ça de l'extérieur, on dit, bon, pour un parti qui n'en pas large, il n'y a même pas 2 ans, c'est quand même un exploit en soi. Oui, absolument. Bon. Par contre, la question fondamentale demeure. Un peu comme on dirait en bon québécois, le Bloc québécois, qu'est-ce que ça donne? À quoi c'est que ça sert? En 2019, puis certains vont dire, oui, mais on l'a essayé le Bloc. Le Bloc était là pendant 15-20 ans, puis bon, mais là, aujourd'hui, on comprend que la question nationale, la souveraineté ne se fera pas demain matin. Aussi bien faire partie d'un gouvernement, d'un parti qui aspire à gouverner. Donc, je reviens avec cette question-là. En 2019, qu'est-ce que ça donne de voter pour le Bloc québécois? Bien, en fait, je vais vous répondre en 2 volets. On a fait l'étude au Bloc de voir le nombre de motions unanimes de l'Assemblée nationale depuis 1960 où on dit qu'une mesure votée par le fédéral est nuisible au Québec. De 1960 à 2011, jusqu'au moment où, avant l'existence du Bloc, mais juste au moment où le Bloc était fort, c'est 45 des motions qu'il y a eu de l'Assemblée nationale. Depuis 2011 à maintenant, c'est 55 des motions. Donc, depuis que le Bloc est beaucoup moins fort à Ottawa, on a un rapport de force beaucoup diminué de l'Assemblée nationale versus la Chambre des communes. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on se pose la question, à quoi ça sert un député du Bloc? Moi, je pose la question, à quoi ça sert un député libéral, conservateur, qui ne prend pas à cœur les intérêts du Québec. Ce n'est pas les députés des autres partis au Québec qui se sont opposés à Muskrat Falls qui viennent nous concurrencer directement avec notre propre argent. Ce n'est pas les députés du Québec qui viennent dire « Hey, le chantier de la Davie qui a juste 3 des contrats avec 50 de la production navale, c'est pas une bonne idée. » Ce n'est pas les députés des autres partis au Québec qui disent « Peut-être qu'on devrait laisser le Québec décider sur la question de la laïcité. » Tandis que le Bloc, on a des actifs malgré le fait qu'on n'était pas au pouvoir. On n'attend pas d'être au pouvoir pour exercer le pouvoir. On est allé chercher 42 000 personnes qui avaient le droit au supplément de revenu garanti. On a travaillé sur l'harmonisation de la taxe. On a créé la loi anti-gang. Il y a plein de dossiers qu'on mène de front comme ça sans être au pouvoir. Et ça, c'est la beauté du Bloc. Bon. Et on en a besoin encore. Pendant une certaine époque, probablement dans l'ancienne ère du Bloc, on avait parfois l'impression, à tort ou à raison, que le Bloc était un peu le porte-voix, non pas de l'Assemblée nationale, mais du Parti québécois. Mais en même temps, j'écoutais votre chef un peu dans ses dernières entrevues qui dit, bon, visiblement, il y a un gouvernement de la CAQ qui est là encore pour au moins 3 ans. Oui. Et peut-être même pour 7 ans, à la limite, s'ils sont réélus majoritaires. Est-ce que le nouveau Bloc québécois, si on l'appelle ainsi, se veut davantage aujourd'hui le porte-voix de l'Assemblée nationale et non pas du Parti québécois, avec qui, oui, vous partagez la même option? Bien, ce que le Parti québécois défendait, d'une certaine façon, la CAQ le fait aussi. La CAQ est un bon remplaçant au Parti libéral dans la mesure où il est nationaliste et tous les enjeux que l'Assemblée nationale porte, qui sont en pro-Québec, on est bien heureux de les porter aussi. Tant mieux, ça adonne comme ça, dans le fond, que la CAQ s'aligne un peu sur ce que le Bloc avait déjà dans ses propositions depuis longtemps. Donc, ça fait encore plus notre affaire de porter ces demandes-là, puisqu'elles sont aussi dans notre ADN. C'est un beau concours de circonstances qui est, par exemple, des demandes en faveur de la loi 101, qui est des demandes en faveur de la laïcité, qui était aussi dans le programme du Parti québécois, qui fait partie de ce que le Bloc porte également. Il y a beaucoup de choses en commun. C'est plus un concours de circonstances, je vous dirais. Bon, on le sait, le Bloc québécois n'aspire pas à gouverner. La loi du nombre est ainsi faite sur les candidats et le total qu'on a au Canada. Une autre question, un député d'opposition, là, qu'est-ce que ça peut faire à Ottawa? Bien, déjà, un vote à Ottawa, peu importe la couleur du vote, c'est un vote. Puis, comme je vous mentionnais déjà aussi au mois de mai, on oublie un peu le rôle d'un député à l'occasion, à savoir qu'un député, c'est pas juste quelqu'un qui s'occupe de voter des lois à Ottawa, c'est aussi quelqu'un qui s'occupe de son monde localement, qui va travailler à aller chercher des subventions pour son comté, qui va aider les gens à régler des problèmes, là, des cas de comté. Il y a ça aussi qui est un travail qu'on doit faire et qu'un député fait, mais ça va être dans la négociation. Autrement, quand il y a un projet de loi qui ne fera pas notre affaire, on sera une voix qui va être un petit peu dérangeante. On va être le sable dans l'engrenage à Ottawa. Une des positions, entre autres, qu'on a prises, c'est de ne pas ratifier le futur ALENA tant qu'on n'aurait pas des compensations adéquates pour les agriculteurs. Je m'attends à ce qu'on se fasse, à ce qu'on soit quelqu'un d'un petit peu dérangeant là-dessus, là, en étant la voix de nos agriculteurs à Ottawa. Est-ce que la position idéale du Bloc, c'est de souhaiter la formation d'un gouvernement minoritaire et d'avoir une certaine balance du pouvoir? C'est sûr que
ne dira pas à la population quoi faire, mais on aurait le beau jeu dans un gouvernement minoritaire, justement, d'être la balance du pouvoir et d'avoir une espèce de droit de veto indirectement quand une position ne fait pas notre affaire. Et ça nous donne beaucoup plus de pouvoir de négociation, tout à fait. On ne vient pas dire aux gens « assurez-vous que ce soit minoritaire ». Non, c'est difficile de s'arranger, de dire « on va s'arranger pour un gouvernement minoritaire », ça ne marche pas de même. Mais si c'est ce qui devait arriver, c'est sûr que le Bloc aurait beaucoup plus de latitude dans son entreprise. Bon. Que pensez-vous du bilan de Jean Rioux comme député dans le comté de Saint-Jean? Ce serait peut-être plus à lui de défendre son bilan, mais ce que je crois voir, c'est que c'était plus un député qui devait voter de façon générale avec son parti. Je pense notamment à des questions comme Trans Mountain. Il a voté en faveur de Trans Mountain pour qu'on envoie finalement l'équivalent de plus d'1 milliard de l'argent des Québécois pour acheter un pipeline à l'extérieur du Québec dans un contexte où on souhaite, entre autres, une diminution des gaz à effet de serre. Donc, est-ce que c'est le genre de député qu'on veut avoir? Je regarde d'autres enjeux. On nous parle du parachèvement de l'autoroute 35. C'est un enjeu qui est provincial à la base, que l'argent pour les infrastructures part du fédéral et aille au Québec. Il ne devrait même pas y avoir de conditions. Donc, et qu'il en fasse une réussite, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un député fédéral? Donc, il y a plusieurs enjeux comme ça sur lesquels j'ai l'impression qu'on nous dort un peu la pilule, mais il n'y a pas de gains concrets qui ont été faits. Pour vous, quels sont les enjeux dans le comté de Saint-Jean? Vous m'avez entendu souvent, la question de l'agriculture, ça revient évidemment. Plus localement aussi, la question de la protection du Richelieu. Une des choses que je souhaite faire, c'est comme ça touche à 3 paliers de gouvernement, c'est de m'assurer de travailler, entre autres, avec des collègues comme Xavier Barsalou-Duval, qui est lui aussi le long du Richelieu, à voir est-ce que, par exemple, le Bureau de la sécurité des transports travaille de concertation avec le municipal et le provincial pour réglementer la vitesse des bateaux, diminuer l'érosion des berges, travailler aussi avec la commission mixte internationale au niveau des inondations, parce qu'on est responsable du canal de Chambly qui pourrait être utilisé comme bassin de dérivation pour diminuer l'impact des inondations au printemps. Ça fait partie des enjeux. Pénurie de main-d'œuvre, il y a une portion qui relève clairement du fédéral et on souhaite alléger le traitement des demandes pour que les entreprises ici puissent avoir accès à de la main-d'œuvre plus facilement. L'aspect militaire est important dans un comté comme Saint-Jean avec la base, la garnison et le collège militaire. Donc, quelles sont les principales idées du Bloc québécois à l'égard du maintien des activités militaires ou du développement des activités militaires dans le comté? Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est de bonifier l'offre, entre autres, de cours au Collège militaire royal. On sait que c'est sous les libéraux. En fait, c'est une décision des conservateurs parachevée par les libéraux, le fait de retirer la formation. On souhaite la bonifier afin que les militaires puissent avoir davantage de formation en français et non pas de la formation bilingue et qu'on puisse redevenir un pôle de formation. Ça fait partie des dossiers que je souhaite porter. Bon. Il y a aussi des installations, celles de Parc Canada, qui sont quand même assez prédominantes. On parlait du Richelieu tantôt. Est-ce que vous avez en tête des engagements particuliers à l'égard des infrastructures, des installations de Parc Canada qu'on a là, tout le long du Richelieu? Bien, en fait, oui, entre autres, au niveau des écluses, puis là, je reviens un peu sur la question des inondations. Ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que les écluses sont adaptées à ce qu'on fasse une ouverture des vannes plus tôt au printemps pour justement l'utiliser comme canal de dérivation? Est-ce que les écluses ont besoin aussi de se faire retaper un petit peu et en profiter pour bonifier justement le côté touristique qui vient avec le canal de Chambly? Donc, ce serait quelque chose d'intégré qu'on souhaite faire là, au niveau... Et c'est du ressort de Parc Canada et Patrimoine Canada aussi parce qu'il y a un côté patrimonial aux écluses. Oui, ça fait partie des projets. Quand il faut regarder, là, évidemment, la campagne a été déclenchée, quoique les élections sont maintenant à date fixe. Mais bon, il reste encore les débats des chefs à venir et tout ça, quelques face-à-face. Qu'est-ce que vous sentez dans la population? Là, vous avez le plein contact, là, vous rencontrez les gens. Et souvent, bon, il y a des gens qui sont déjà convaincus d'une couleur politique, mais il y a aussi la fameuse chasse aux indécis. Vous leur dites quoi aux indécis? Bien, en fait, pire que ça, on le sent dans la population qu'il se passe quelque chose, que le Bloc redevient crédible. Et il y a même des adversaires qui sont venus me voir en disant, bien, écoutez, vous êtes intéressant, vous êtes en train de revenir et on redevient crédible et ils nous en parlent. Puis personnellement aussi, on m'a dit, bien, félicitations, vous connaissez bien vos dossiers, vous avez mené des bons débats. Donc même au niveau des adversaires, on voit qu'il y a un respect. Donc c'est encore plus vrai au niveau des indécis. Généralement, la question qui va se poser, c'est à quoi ça sert le Bloc? Autrement, je ne vois aucun des partis attaquer nos idées. Le seul argument qu'on nous sert, c'est, bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans l'opposition, mais je n'ai pas vu une idée concrète du Bloc
être attaqué en disant votre idée n'est pas bonne pour telle raison. Donc, le Bloc revient et c'est juste de répéter et d'expliquer encore une fois à la population c'est quoi le rôle d'un député. Et là, les gens, à partir de ce moment-là, généralement, sont ouverts et sont contents de se dire bien, c'est une bonne idée de voter pour le Bloc. Bon. Et quelles sont les positions du Bloc à l'égard de l'environnement? C'est un peu le sujet de l'heure. Bon, c'est vrai, il y a eu une manifestation tout récemment, la venue de Greta Thunberg. On en parle beaucoup dans les médias. Quel est le plan du Bloc québécois, les orientations en matière d'environnement? Bon, on a plusieurs mesures en matière d'environnement, notamment au niveau des voitures électriques. On souhaite financer l'achat des voitures usagées. Bon, il y a plusieurs mesures, mais je voudrais que la mesure phare, c'est la péréquation verte. Vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Plutôt que d'utiliser la péréquation qu'on pourrait appeler classique, qui est une redistribution de la capacité fiscale des provinces, nous, ce qu'on souhaite, c'est la remplacer graduellement par une péréquation verte. Ce qu'on fait, c'est qu'on trace une ligne sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre des provinces. Les provinces qui en émettent plus que la moyenne se voient imposer une taxe carbone. Les provinces qui en émettent moins n'ont pas de taxe carbone. À partir de la taxe carbone, on crée un fonds qu'on redistribue aux provinces qui sont modèles en fonction de leur capacité à être de plus en plus vert. Et pour chaque dollar de péréquation classique qu'on aurait pu recevoir, on va retrancher 90 sous par dollar de péréquation verte. Donc, on remplace un système par un autre et ça devient beaucoup plus intéressant à ce moment-là d'être vert comme province. En terminant, quelle place occupe maintenant la souveraineté au sein du Bloc québécois? Elle sera toujours là. Le Bloc québécois, son but, c'est de disparaître, pas parce qu'on ne votera pas pour lui, mais parce qu'il n'y aura plus raison d'être à Ottawa. Tout ce qu'il y a dans notre programme est axé sur la souveraineté. C'est de rappeler à la population à quel point le Québec serait mieux servi par lui-même qu'en étant avec une main dans le dos constamment dans le Canada. Il n'y a aucun pan de la plateforme qui ne peut pas être expliqué de cette façon-là. La souveraineté, c'est au cœur, et c'est au cœur de mon militantisme aussi. Christine Normandin, merci beaucoup. Plaisir. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Déjeuner conférence, déjeuner réflexion du parrainage civique. Cette année, l'invité, l'alpiniste Gabriel Philippi. Il a fait l'Everest 5 fois, et notamment sur les 2 versants. Donc, c'est un moment unique donc d'aller le rencontrer et d'écouter son histoire. Si vous désirez m'écrire, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.